À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Des places publiques et places des fêtes bondées de monde, amassées à la gloire du chef ou en désapprobation ouverte. À nombre de ces actions, le spectacle semble désormais au menu de l'agenda des acteurs politiques béninois. Les week-ends sont carrément dédiés à de véritables démonstrations de force. Les formations politiques acquises à la cour du régime au pouvoir ayant donné le ton à travers des congrès de ralliement ou de restructuration, l'opposition discrète, sinon pratiquement absente, a fini par donner signe de vie à travers une manifestation publique. Week-end écoulé. De part et d'autre, les prochains jours ne s'annoncent pas de tout repos en termes de mobilisation de masse. Clame-t-on par ailleurs. Tous auraient des regards sérieusement tournés vers le tout premier scrutin à l'ère du régime Talon, les législatives de l'année prochaine. Législatives 2019, la classe politique béninoise déjà en ordre de bataille. Tel est, mesdames et messieurs, le thème au menu de votre émission du jour. Pour l'instant, décryptage, un analyste et un éditorialiste. À ma gauche, Steve Botton, juriste, il est analyste politique. Steve Botton, bonjour. Bonjour à vous, cher. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, Médéric François Gongo, éditorialiste, il est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs, téléspectatrices de SICA, bonjour. Et vous répondez à leur façon. Merci une fois encore pour la disponibilité. Adhésion massive des partis politiques et mouvements aux différents blocs de la mouvance, c'est pratiquement la saison. Charte des partis politiques oblige le code électoral aussi. Chaque week-end avec son lot d'annonces dans ce sens. Ce week-end-ci, il n'y a pas échappé, mesdames, messieurs. Un week-end choisi aussi à l'opposition comme Médéric François Gongo pour battre le rappel des troupes. J'allais dire que l'opposition jusque-là s'est retrouvée quelque peu muée, terrée dans un silence inquiétant qui donnait l'impression qu'elle aurait démissionné, mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons vu cette opposition regroupée et telle des acteurs politiques poussés dans un tremplin se réveillent de ce sommet lointain pour donner de la voix et marquer son territoire, donner de la voix pour rassurer de ce que le pouvoir en place a maintenant une opposition relativement plus organisée qu'auparavant, donner de la voix pour prendre date, parce que tel que ça se passe, il est à craindre, ou tout au moins, nous aurions aimé être rassurés de ce que les élections seraient libres, pacifiques, transparentes et équitables. Autant de doutes, autant de scepticisme, autant de zones d'ombre qui se retrouvent être étayées quelque peu par le combat que l'on a vu autour des structures en charge de l'organisation des élections et de la gestion du contentieux, le combat que l'on a vu autour des tests devant réglementer les élections, je veux parler du système partisan et du code électoral, le combat que l'on voit également sur le terrain, tant par rapport à la discipline, tant au niveau de la mouvance présidentielle qu'au niveau de l'opposition. Bref, nous sommes déjà en plein dans le jeu politique. Le déclenchement du processus devant nous amener aux législatives de 2019 est effectif et nous devons désormais, ainsi que nous l'avons vu le samedi dernier, compter avec l'opposition qui, bien que n'étant pas complètement au complet, si je le me répète, parce que nous ne l'avons pas vu, il faut le noter. On reviendra par rapport à la configuration. Voilà, mais je crois que l'éveil, bien que tardif, se retrouve être plus qu'opportun et va nous permettre de vivre la démocratie par la confrontation des idées autour des questions principales et non autour de la politique aérie, autour des questions qui engagent la vie du pays, parce que jusque-là, malheureusement, nous avons vécu un débat politique par abstraction, un débat politique par embrouillamini, un débat politique par délation et diversion qui nous a éloignés de l'essentiel des préoccupations des populations. Steve Botton, oui, annoncé à corps et à cri, beaucoup ont retenu le souffle au pouvoir, ce qu'adviendrait. Eh bien, ça a été fait. De cette sortie de l'opposition, l'analyste politique
a vécu un moment de déception ou un moment comme tout autre? Non, pas un moment de déception quand même. Pas un moment de déception en ce sens que c'est le cours normal de la vie politique de notre pays. Et tôt ou tard, de toute façon, l'opposition allait sortir et donner de la voix. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons vu en avril 2018 de cette année que de grandes personnalités politiques se sont réunies à Djefa pour créer la coalition pour la défense de la démocratie. Et après, je pense, par 2 fois déjà, la coalition, même si ce n'est pas dans une mobilisation plus large et plus généralisée, s'est déjà montré au créneau pour donner de la voix sur des situations sociopolitiques précises données, soit pour dénoncer, soit pour apporter la vision et peut-être, mais j'ai même vu la contribution de l'opposition, des forces politiques coalisées dans l'opposition sur des sujets concernant la vie sociopolitique de notre pays, notamment par exemple lors de la loi des débats sur le code électoral. On a vu que la CDDA a donné de la voix par son secrétariat permanent ou bien le porte-parole là pour dire ce que pense l'opposition de telle mesure, notamment les cautions électorales qui ont augmenté de façon exponentielle. Donc, c'est le cours normal des choses. Et il faut aller aussi au-delà de l'opposition pour constater quand même c'est ce qui se passe de façon générale du paysage politique et dans le paysage politique béninois. Et donc, ce n'est même pas une exception de l'opposition politique. Et tout ça, vous convenez avec moi que nous sommes... Cette sortie, elle, était annoncée, était attendue. Nous sommes quand même à moins de 6 mois des élections législatives et nous sommes pratiquement déjà dans la période de la pré-campagne. Donc, Médéric François Gongo allait sur le terrain de la configuration de cette opposition. Le visage qui a été montré ce week-end, c'était là un point important pour vous et là-dessus, une attente de combler? Bon, je pense que si nous prenons le format de la sortie de l'opposition, c'est qu'ils ont choisi un cadre bien plus formel, c'est-à-dire la CDD. Et quand on dit la CDD, c'est une association. Et donc, vous avez des organisations sociopolitiques qui se retrouvent. Vous avez des mouvements, il y a même des centrales syndicales qui se retrouvent dans la coalition. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Chaque coalition a essayé d'envoyer ses représentants pour participer à cette manifestation. Donc, on peut prendre les coalitions les plus phares. Vous avez, par exemple, le porte-parole des FCBE, l'honorable Achade qui était là. Vous avez au niveau de l'USL le délégué général adjoint, le secrétaire général en charge des questions stratégiques qui était là. Mais vous avez aussi d'autres personnalités politiques, notamment Jean Kokouzounon du Parti communiste du Bénin. Vous avez un représentant, je pense, du PLP, de Léon Soumbadji. Donc vous avez, en tout cas, les grandes organisations politiques qui constituent cette coalition qui était là. Maintenant, par rapport quand même aux figures de proue, c'est-à-dire ceux qui sont à la base, les géniteurs de même l'organisation, notamment le professeur Albert Teboué, l'ancien président Boni Yahi, le président Sébastien Diavon, et puis Nicéphore Dieudonné Soglo. Je pense que les partis politiques de ces 4 personnes, en tout cas pour les 3, FCBE, USL et puis la RBL Nicéphore Soglo, étaient représentés. Maintenant, est-ce que ces personnalités aussi avaient besoin d'être là? Je pense non, qu'on n'avait pas besoin de leur présence pour cette manifestation. Médéric François Gongo, pour ceux qui étaient annoncés, beaucoup s'attendaient plutôt à voir ces figures en personne. Pour celles-là qui pouvaient l'être, et aussi un inattendu qui n'aura pas répondu à l'appel, parce que l'appel ne lui aurait peut-être pas été adressé. Quand on parle aujourd'hui d'opposition, on commence par voir le parti restaurer l'espoir. Oui, je crois que l'opposition politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, a marqué son territoire. Une opposition qui se retrouve être la sève vivifiante de la démocratie dans un système en expérimentation Bénin depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu le visage de l'opposition politique du Bénin, tout comme le visage de la mouvance présidentielle, nous constatons une inconstance. Une inconstance d'abord au niveau de la mouvance présidentielle où nous retrouvons avec le président Patrice Talon la quasi-totalité des gens qui l'ont combattu pendant sa campagne.
c'est une particularité qu'il faut noter. Le PND l'a combattu, la FCBE, dans une certaine grande majorité, l'ont combattu. La Renaissance, la Renaissance du Bénin l'a combattu. L'Union fait la nation l'a combattu, mais aujourd'hui, nous le retrouvons avec tous ceux-là. Sur quelle base avons-nous la mouvance présidentielle aujourd'hui pour mieux apprécier la base sur laquelle nous pouvons avoir l'opposition? Et si nous constatons qu'au niveau de la mouvance présidentielle, rien n'est dans les normes, ce n'est pas par affinité philosophique, ce n'est pas par objectif de développement commun, mais c'est plutôt par des situations conjecturelles et par la volonté de l'exécutif, ainsi que nous l'ont enseigné toutes les grandes théories, que ce soit Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, les Mélisouin en remontant vers Platon. Vous ne pensez pas le que c'est pouvoir la vision du exécutif, pouvoir qui a impacté? le pouvoir exécutif qui a naturellement tendance à exagérer, à extrapoler, à abuser. C'est l'abusus qui constitue même l'essence du pouvoir politique. L'exécutif, j'allais dire, qui se retrouve aujourd'hui quelque peu en position de force et poussant dans les derniers retranchements certains acteurs que tout ne pouvait pas immédiatement unir, il les remet dans une prison, est-elle dans un tremplin, puisque quand la prison n'est pas unique, elle devient un tremplin. Nous retrouvons ceux-là aux intérêts antagoniques, antinomiques et contradictoires, allant vers un destin commun. Le destin, d'exister en tant qu'acteur politique face au rouleau compresseur du pouvoir en place qui avait tenté d'imploser les partis politiques, la Renaissance du Bénin. Le PSD, qui a tenté de clochardiser certains acteurs politiques à travers des dossiers comme Ségub, à travers des dossiers comme les PPA2, comme les machines agricoles. Nous voyons que ce pouvoir exécutif, tout en muselant les acteurs politiques, n'a pas pu empêcher la réunion de l'opposition politique. L'opposition politique s'est regroupée la fois dernière. On s'attendait évidemment à voir le parti restaurer l'espoir, pas forcément à la présence de l'honorable candidat Zanaï ou du président candidat Zanaï, mais au moins d'un représentant du TAI. On s'attendait aussi au départ à voir la présence de l'honorable Éric Vloté, qui était arrivé, moi j'étais dans la salle, et a été ovationné. Allons-y d'abord, il faut partir restaurer l'espoir. Oui, je veux parler des attentes, des personnalités attendues, des personnalités présentes, et essayer de voir si ce n'est pas aussi stratégique que de ne pas vouloir aller très vite, tous ensemble, dans un creuset, et se voir attaqué par un système qui a bel et bien développé son rouleau compresseur. Est-ce que ce n'est pas bien de mettre les œufs dans différents paniers et avoir une opposition qui, bien qu'ayant le même objectif, peut aller à différentes vitesses? Est-ce que ce n'est pas une crise de maturation ou une crise existentielle? Est-ce que ce n'est pas l'illustration d'une crise existentielle où l'on aurait peut-être les questions de positionnement lors des législatives, des questions de leadership dans certaines circonscriptions électorales qui pourraient amener cette opposition à ne pas être complètement unie? Mais je pense que l'un dans l'autre, en face du pouvoir en place aujourd'hui, on sait qui est opposant en interrogeant la minorité de blocage, en constatant les partis politiques qui ne sont pas présents au Parlement, mais qui sont actifs sur le terrain d'objection de conscience. Je veux parler du PCB, je veux parler du PLP, je veux parler, tout à l'heure, il y avait le MADEP aussi, et avant-hier, je veux parler de ces partis politiques qui, quand même, ont impacté positivement le paysage politique de notre pays. L'un dans l'autre. L'opposition incomplète ou allant à plusieurs vitesses, la mouvance quelque peu... On revient à la mouvance. Vous allez compléter peut-être la liste avec Éric Vloté, quitte à ce qu'on donne... Je crois que la présence d'Éric Vloté hier, l'ovation, le standing ovation, la ferveur constatée dans la salle, donnait la preuve que le peuple avait soif d'une opposition. Le peuple s'est retrouvé orphelin par rapport à un pouvoir qui a tout le temps travaillé
à museler la presse, à pourchasser et à traquer les opposants. Les faits sont là pour nous le prouver, à emprisonner ou à envoyer en exil des opposants, à utiliser la police dite républicaine pour de sales besoins. On a vu des gens bastonner l'honorable Atta Orenro, alors même que le juge des libertés, en respect de l'article 35 de la Constitution, avait dit qu'en section ne pourrait pas être poursuivi. On voit également des menaces ouvertes partout. On voit la psychose dans laquelle vivent les opposants. Et pourtant, cette opposition s'est présentée. Éric Rouloté était là et il ne pouvait qu'être là. Il ne pouvait qu'être là parce que lorsque l'on a vu un peu l'abstention votée lors de la deuxième tentative de révision de la Constitution, lorsque l'on a entendu certains discours de l'homme et que l'on connaissait la posture politique du leader politique qu'il était, au niveau de l'Union fait la nation, je crois qu'il était là hier, qu'il a comblé les attentes, qu'il a apporté, j'allais dire, de l'eau au moulin de cette opposition qui donnait l'impression beaucoup plus au niveau de la CDD de tourner uniquement autour des FCBE, de la Renaissance du Bénin et de Sébastien Germain Adjavon. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet et l'honorable Éric était là, l'honorable candidat Zanaï aurait pu aussi être là. Alors, une petite goutte de plus qui compte pour un pesant d'or ou comme une goutte d'eau dans la mer. Éric Rouloté, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour une position que d'aucuns qualifient d'un peu ambiguë, ni pour ni contre, et puis avec cette présence très ovationnée soudainement par la population représentée dans la salle, on la lit comment? Non, je pense que quand même, pendant les 24 derniers mois de l'activité politique au Bénin, il a observé une neutralité politique, si on peut le dire ainsi. Mais c'est sûrement une neutralité active, pour ne pas dire une neutralité agissante, parce que c'est sûr que lui savait ce qu'il faisait en observant cette neutralité-là. Et il faut le comprendre quand même. On lui reprochait de n'avoir pas soutenu le président élu. D'accord? Et subitement, ceux qui lui reprochaient n'avoir pas soutenu le président élu retrouvent aujourd'hui que le président élu vraiment n'était pas l'homme qu'il fallait. Donc, il a lui aussi, il faut lui donner la possibilité de mûrir sa position avant de commencer par s'afficher. Et je pense que sa présence, c'est peut-être la note positive de l'événement. Pourquoi je dis la note positive de l'événement? Parce que simplement, quand vous suivez le discours, la déclaration finale, d'accord, de l'événement, ce n'est rien d'autre que des revendications démocratiques et des revendications politiques à la limite. Ce qui veut dire qu'il y a un réel problème de démocratie dans notre pays. Il y a un problème de l'état de droit, comme le disait, comme vous étiez en train de le dire dans la revue de presse. Et si un magistrat dit qu'il y a un problème d'état de droit, c'est que ça veut dire que c'est déjà très alarmant. Et donc, l'honorable Éric Rouloté, quand même, pour ceux qui le connaissent, ne pouvait être ailleurs, comme l'a dit Médéric, ne pouvait être ailleurs que là. Mais l'autre problème qu'il faut évoquer aussi, c'est quoi? Pour l'opposition, il faut peut-être deux choses. Il faut le discours, mais il faut le leadership aussi. Parce que qui sont ceux qui vont porter le discours? Vous allez mettre qui devant pour aller vers les populations? Et je pense, c'est en ce sens que je pense la présence d'Éric Rouloté, pour ce qui est de l'image qu'on veut avoir des acteurs politiques, pour ce qui est de la posture, pour ce qui est du charme que sa personnalité a vis-à-vis des populations, je pense que c'est un grand coup pour l'opposition, si vraiment, effectivement, il était là pour participer. Vous avez dit si, vraiment. Pourquoi l'analyste politique s'est-il senti obligé de mettre un petit si? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand même, sur le plateau ici, je ne suis pas son porte-parole. Donc, seul lui-même peut nous dire réellement pourquoi il était là
et qu'est-ce qu'il entend faire dans les jours à venir avec l'opposition. Donc, Vous attendez à une sortie officielle de sa part dans les tout prochains jours? Je ne sais pas, c'est vous le journaliste ici. Tout à fait, je vous posais la question. Je sais que l'analyste aussi fouille beaucoup. Si vous le comptez. En tout cas, moi, je veux savoir ce qu'il pense de ce qui se passe dans le pays. Ne vous en faites pas. Nous, on a fait déjà les démarches qu'il faut. Et s'il ne fait pas sa sortie trop tôt, c'est nous qui vous rapportons. Ce ne serait pas une bonne démarche politique. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Ce ne serait pas une bonne démarche politique, par exemple, qu'on le retrouve sur une liste. Ça, quand même, qu'il ait pris la peine d'expliquer aux populations ce qui se passe et quelle est Vous allez l'entendre dans les tout prochains jours, Steve. Nous, on est à pied d'œuvre pour le faire parler et ça ne saurait tarder. Steve Poton, oui. Un autre visage, une grande figure attendue par la masse populaire qui, lui, n'aura pas répondu à l'appel. Si appel il y a eu, bien entendu, c'était un souhait. Je parle du parti restauré. L'espoir, le président n'était pas de la partie, ni de représentants. Non, ce qu'il faut dire, c'est quoi? D'abord, restaurer espoir n'est pas dans la CDD. Ça, c'est de l'autorité publique. Exactement. Donc, et l'événement a été organisé au nom de la CDD. Donc c'est ce qu'il faut comprendre fondamental pour ceux qui s'interrogent toujours. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Maintenant, est-ce qu'une invitation a été envoyée à Restaurer Espoir pour l'inviter à l'événement? Ça, ce n'est que les organisateurs qui peuvent l'expliquer. Mais pour l'analyse politique, on peut s'interroger quand même. Si vous me demandez si il serait été souhaitable que le parti Restaurer Espoir participe à l'événement. Rien que pour l'image, ça compterait, non? Rien que pour l'image. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre au nom de ça. C'est une question que seul le parti Restaurer Espoir... Mais stratégiquement, vous, en tant qu'analyste politique... Seul le parti Restaurer Espoir peut y répondre. Mais ce que je sais aussi, c'est quoi? Il y a d'autres organisations, il y a d'autres forces politiques qui devraient peut-être, d'autres personnalités politiques qui sont de l'opposition, qui se réclament de l'opposition, qui mènent une opposition, en tout cas une opposition lucide au gouvernement, mais que je n'ai pas... En tout cas, je n'étais pas à l'événement, mais que je n'ai pas vu... Vous faites allusion à qui? Vous avez fui la première question pour trouver d'autres acteurs politiques de poids. Vous faites allusion à qui? Steve Poton. Et quand la liste politique prend aussi parfois des gants. Que je n'ai pas vu à l'événement. Non, c'est si délicat. Donc, c'est si délicat parce que quand même, nous sommes dans une période très, très sensible. Il faut faire attention aussi aux mots. Oui, Médry François Gongo, ce qui se joue aujourd'hui se joue dans un but précis. Et personne n'a envie d'être du reste. En entendant de revenir sur ce que certains ont appelé les 7 commandements brandis par cette opposition à sa sortie, pendant que du côté de Majestic, c'est le lieu qui a accueilli cette classe dite de l'opposition, de l'autre côté, on a vu des figures fortes de la mouvance qui donnaient de la voix et qui invitaient expressément à saluer les nombreuses initiatives du chef de l'État. On citera au passage le parti politique du préfet du littoral qui a fait une sortie qu'on n'oubliera pas de sitôt. Vous savez, c'est toujours une bonne chose lorsque on voit des partis politiques où on voit des acteurs politiques s'organiser, se mettre dans des creusets pour constituer des forces à même de faire face à leur vis-à-vis. La mouvance présidentielle, nous le constatons, s'organise et est active. C'est état latif de la démocratie béninoise. Mais lorsque nous interrogeons les réelles motivations qui ont conduit la plupart des forces politiques de la mouvance présidentielle dans ce qu'on appelle aujourd'hui les 2 blocs, nous constatons d'abord que des partis politiques dits grands qui nous ont démontré qu'ils étaient finis simplement parce que leur soutien au candidat Lionel Zinsou n'avait pas été suivi dans la mesure pour permettre à l'ancien candidat de passer au premier tour ou au deuxième tour tout au moins. On avait eu la Renaissance du Bénin, on avait eu le FCB, on avait eu le PAD, qui étaient perçus comme des grands partis politiques, mais dont les soutiens n'ont été fondamentalement d'aucun apport au candidat Zinsou. Ça veut dire que c'est des partis politiques qui étaient déjà comme des coquilles vides, qui étaient en déphasage
par rapport aux préoccupations des populations de l'électorat ou des électorats. Médéric, aujourd'hui, c'est... Je viens. Ils ont fait. Suivez-moi bien. Oui. J'ai reconnu que lorsqu'on s'assemble pour parler du pays, c'est toujours bien. Oui. Cela fait partie de la dynamique de regroupement politique. Mais je m'interroge pour être rassuré de la solidité de cette mouvance en me renvoyant aux fondamentaux qui ont amené les acteurs politiques de la mouvance présidentielle à être ensemble aujourd'hui. Ce n'est ni la conviction, ce n'est ni l'envie de développer le pays, mais c'est tout simplement la dynamique d'être au service d'un homme. Ah, ça, c'est le regard de l'éditorialisme. Mais quand les Je enfants, m'explique. Je m'explique. C'est la vision qui a tout gouverné. Non, où est la vision du chef de l'État. On nous parle de quoi? On nous parle PAG. Oui, on nous parle du programme d'ajustement et de programme d'action du gouvernement. Oui. Tout gouvernement a un programme d'action. Le programme d'action en soi ne doit pas constituer un thème de campagne. Mais c'est la déclinaison des actions, des programmes, des projets, leur suivi et évaluation, leur réalisation et leur quantification sur le terrain qui pourrait constituer un programme de gouvernement, un programme mobilisateur. Ah oui, on ne mobilise pas sur la base de la théorie. On mobilise sur la base de ce qui est... Non, je vais y aller, sinon je vais perdre le fil. J'étais dans un développement. On voyait un peu, j'étais dans un développement. Donc, on parlait de la mouvance. Et j'ai reconnu que la mouvance a le droit de se regrouper. Je me suis interrogé sur la solidité de la mouvance et je me suis renvoyé aux conditions qui ont amené la mouvance aujourd'hui à être auprès du chef de l'État. Pour insister sur le fait que c'est simplement pour se mettre au service d'un homme. Nous l'avons constaté dans les multiples votes des lois. Nous avons constaté dans des multiples prises de position où des acteurs politiques, en moins de 3 ans, ont ravalé des vomissures, nous donnant la preuve que l'éthique et la morale, qui sont les fondamentaux de la pratique politique dans un système de démocratie libérale, ne sous-tendent pas leurs engagements politiques. Nous l'avons constaté également à travers la clochardisation de la justice et de la police et de la presse, mais nous constatons aujourd'hui que cette opposition a compris, 1, que le taux d'impopularité du pouvoir en place est au top, 2, qu'elle est presque vomi, cette mouvance, qu'elle est presque vomi sur le terrain, et que 3, on nous le dit, qu'elle ne peut compter que sur la triche, et là je me répète, sur la tricherie, sur la fraude électorale pour gagner les élections. Ce sont jusque-là des assertions, ce sont jusque-là des hypothèses qui se retrouvent malheureusement quelque peu renforcées par cette volonté du chef de file de la mouvance présidentielle de mettre en pratique ces propos que nous avons constatés dans une émission, que pour réussir à une élection, il ne suffit pas de réaliser, là je cite, de réaliser au profit des populations, d'agir pour le développement de la nation et pour l'épanouissement des populations, mais de faire main basse sur les concurrents, de les détruire à la limite et de contrôler les grandes institutions en charge de l'organisation des élections. La négation d'un État démocratique. Nous l'avons constaté, le chef de l'État, à plusieurs reprises, par rapport à la mouvance présidentielle toujours. Suivez mon raisonnement. Par rapport à la mouvance présidentielle qui s'est organisée, heureusement, le chef de l'État nous a donné l'impression que la discipline n'est pas dans la maison. On l'a constaté avec la formation du bloc de l'UDBN, où tout ce qui était pensé tout bas, au niveau de la mouvance présidentielle, où les gens ont peur de ne pas être positionnés en tête de liste dans cette discussion électorale et seraient en train de lorgner d'un côté ou de l'autre des grands blocs qui se posent, ou seraient même en train de démâcher certains acteurs de l'opposition. Nous remarquons au niveau de cette mouvance présidentielle qu'il y a la débandade, qu'il y a la trouille, qu'il y a la hantise, qui a la hantise, et là j'aimerais terminer, qui a la hantise, et là j'aimerais terminer, qui a la hantise d'une débâcle électorale. Moi, je pense qu'il faut, je ne partage pas l'analyse de Médéric. Pourquoi? Parce que si nous prenons, dans tous les cas, ce qui est l'enjeu aujourd'hui pour les élections législatives, c'est quoi? C'est d'avoir une majorité au Parlement.
quelles que soient les dynamiques politiques que nous avons, le premier enjeu, c'est de disposer d'une majorité au Parlement. Et c'est d'ailleurs, ça a toujours été l'enjeu dans toutes les démocraties représentatives d'une élection comme celle-là. La deuxième chose qui compte et qui est une particularité du Bénin, c'est le contrôle du bureau de l'Assemblée nationale. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale est une entité politique très, 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 très importante. Vous pouvez avoir la majorité au Parlement, mais si vous ne contrôlez pas le bureau de l'Assemblée nationale au Bénin, c'est que vous ne pouvez rien faire, même si vous êtes de l'opposition. Ça, vous voyez un peu. Et la troisième chose qui, aujourd'hui, me semble être la particularité du contexte socio-politique dans lequel nous nous retrouvions, c'est contrôler le bureau de l'Assemblée nationale ou bien disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Et ça, les forces politiques de la mouvance présidentielle, d'accord, ont déjà des réponses à toutes ces questions. Disposer d'une majorité pour soutenir les actions du président de la République, d'accord, disposer d'un bureau de l'Assemblée nationale pour continuer à faire même pas sur l'Assemblée nationale et sur la procédure, et sur comment je vais dire, la politique législative du pays, et pourquoi faire servir le président de la République. Mais les forces politiques de l'opposition n'ont pas de réponse à aucune de ces trois questions. Vous êtes péremptoire. Je dis, en tout cas, je veux qu'on me démontre le contraire. Et quand vous faites, en tout cas, peut-être c'est une prospection, c'est une idée prospective. Et si vous faites une prospection du genre, votre souhait le plus grand, c'est que ça ne se réalise pas. Je parle jusqu'à l'heure où nous parlons. En tout cas, il n'y a pas de réponse visible. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons discuté de figures, de telles personnes qui ne seraient pas là. Ça veut dire qu'il y a un problème de leadership politique. Et quand je dis le seul discours qu'on a entendu de l'événement de l'opposition, ce sont des revendications politiques. Alors que peut-être dans cette semaine, le projet du budget sera déposé à l'Assemblée nationale si ce n'est pas encore là. Et tout le monde sait que c'est dans le projet du budget, le budget général de l'État, qu'on distribue des conditions de vie des populations. Pas ailleurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce que va être les conditions, le quotidien des Béninois durant les 12 prochains mois à partir du 1er janvier, ça va être en débat. Et ce n'est pas encore une préoccupation de l'opposition. En tout cas, ça n'a pas fait objet, il n'y a pas un point qui a été consacré à ça. Et rien ne dit que dans les tout prochains jours, l'opposition n'offrira pas une autre sortie. Et je suis tout à fait d'accord sur ça. L'autre chose que je voudrais dire quand même, et je sais que Médéric aime beaucoup l'histoire politique de notre pays, parce que quand même, c'est l'un des survivants, si il me permet de la presse béninoise quand même, donc c'est une mémoire vivante qui est là. Il sait que depuis l'avènement du renouveau démocratique, les élections législatives n'ont jamais été désastreuses pour la mouvance présidentielle. Je prends l'exemple de 1995 où Soglo, en faisant son premier test, a eu 20 députés. D'accord? Je prends l'exemple de 1999 où, pour contrôler le bureau de l'Assemblée nationale, malgré que la RBA a eu 27 sièges, c'est qu'elle a fait un score vraiment immémorable. C'est que c'est juste un siège qui a départagé les deux camps. Donc, ce n'était pas une victoire, c'est que Oumbédi avait obtenu 42, je pense, contre 41 pour Amoussou Bruno. Et donc, ce n'était pas une victoire écrasante de l'opposition. En 2003, l'UBF a présenté une liste. C'est pourquoi je dis souvent à ceux qui parlent de modernisation de la vie politique, je leur dis non, rien de nouveau sous le soleil. On a déjà fait mieux. La mouvance présidentielle sous Kérékou a réussi même à avoir une seule liste, une seule formation politique, l'UBF, qui avait obtenu, je pense, environ 53 sièges à l'époque en 2003. Et quand je prends 2007, Yaïbouni a encore réédité l'espoir en créant les forces Kori pour un Bénin émergent, qui est l'ensemble des forces, qui est une alliance politique regroupant l'ensemble des forces politiques qui l'ont amené au pouvoir. Et ceux qui n'ont pas trouvé place dans cette liste sont allés créer des formations politiques satellites en 2007. Et donc ça n'a pas été aussi une élection désastreuse pour la mouvance. Au contraire, Bouni Yaya a gagné haut les mains ces législatives parce que pour un premier essai, je pense que les FCBE se sont retrouvés avec 40-41 sièges et plus les formations politiques satellites, c'est que les FCBE se sont en sortis avec la majorité pour pouvoir contrôler le bureau de l'Assemblée nationale. 2011, période où il a eu le chaos, ils ont réédité le même exploit et ils ont disposé d'une majorité pour contrôler le bureau. Et quand vous voyez 2015, d'accord, vous voyez que
c'est que il n'y a pas une opposition claire en 2015. L'exception qui a confirmé la règle. Il n'y a pas eu... Le pouvoir n'a pas pu gagner. Il n'y a pas eu une opposition claire. Il n'y a pas une opposition claire. C'est-à-dire, vous avez des gens qui, pendant longtemps, c'est qu'on ne peut pas qualifier d'opposition parce que jusqu'à 2 mois des élections législatives, il y en a même qui étaient encore ministres dans le gouvernement de Boni Yayi. Vous voyez un peu. Et donc, une fois quittés, ils sont allés sur des listes. Ils ont battu campagne, ils ont obtenu des sièges. Maintenant, c'est dans les tractations pour le contrôle du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a même des députés FCBE qui n'ont pas voté pour le candidat proposé par la mouvance. Ce qui veut dire, peut-être, le choix, c'est le candidat de FCBE qui n'a pas fait l'unanimité au sein de la mouvance présidentielle à l'époque et qui a chamboulé tout le jeu. Et il y a aussi l'expérience et quand même le consensus qu'incarnait la candidature de Mbeki à l'époque. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire il faut savoir raison garder. Les élections législatives ne sont pas les élections présidentielles. Et les élections législatives, comme je viens de l'exposer, n'ont jamais été désastreuses pour la mouvance présidentielle. Deuxième chose que vous me permettez de le dire, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, la mouvance, le régime du président Patrice Talon est impopulaire? Ça, personne ne peut démontrer le contraire. Et lui-même, je pense qu'il en est conscient. Et il le dit même dans les offres politiques que vous avez, c'est que les députés qui échangent avec lui disent, mais le président est conscient qu'il est impopulaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'impopularité de la mouvance, du président de la République, d'accord, est l'impopularité des acteurs politiques qui l'accompagnent? C'est qu'on est à 50-50. Il y a des acteurs politiques qui accompagnent le président de la République, qui sont mordicus dedans. Il y a certains acteurs politiques qui n'ont pas le choix, d'accord? Et leur électorat sont conscients de ce qu'ils sont avec lui parce qu'ils n'ont pas le choix. D'accord. Donc il faut faire vraiment attention. Attention, quoi. Quand je donne un personnage comme Edmond Agua, Edmond Agua s'est politiquement fait seul dans sa zone. Je pense jusqu'aux élections, les résultats des élections prochaines, on peut dire que c'est un acteur politique qui maîtrise son sujet, qui maîtrise sa zone. Peut-être qu'il sera réélu, quelle que soit la liste. Mais quand vous voyez quelqu'un qui s'est fait seul, vous voyez peut-être son soutien à la mouvance, peut-être c'est parce qu'il n'a pas le choix. Est-ce que vous voyez? Et il y a beaucoup d'acteurs politiques comme ça, dont l'électorat, à un moment donné, quelle que soit l'impopularité, quel que soit ce que l'électorat a contre le président de la République, du fait que ces personnes vont se retrouver sur sa liste, ne va pas faire automatiquement, n'entraînera pas automatiquement un vote sanction contre ces personnalités-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Un, par rapport à la fraude, à la triche qu'a évoqué Médéric, c'est très important. Mais aujourd'hui, le monde a tellement évolué que si vous vous laissez, on ne peut plus tricher une élection, mais vous pouvez vous laisser voler. Si l'opposition politique pénale se laisse voler les élections, ça fait ses affaires. Aujourd'hui, personne ne peut plus tricher les élections. On peut se laisser voler une élection. Et tous les moyens organisationnels, techniques, même du point de vue de l'informatique, de la communication, existent aujourd'hui pour pouvoir contrôler une élection et ne pas se laisser voler, quelles que soient les ambitions de la fraude du camp d'en face. Le rappel des faits marquant l'histoire dans ce sens, est-ce que deux détails ne sont pas si importants à rappeler? Qu'aujourd'hui, il y a la charte des partis politiques et il y a le nouveau code électoral. Très bien. Qui peuvent être des facteurs très déterminants à influencer les données. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire que ceux qui parlent de modernisation, avec la charte et le code électoral, je pense peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'ancien régime. Qu'est-ce qui a changé? Avant, peut-être, il faut 120 personnes. Et c'était en 2003 qu'on adoptait une telle loi. Une période où le Bénin avait une population de 6 millions. Aujourd'hui, nous avons une population d'environ 10 millions. Et on dit pour créer un parti politique, il faut 1155 personnes. Ce n'est pas tuant que de mobiliser 15 personnes par commune pour créer un parti politique. Peut-être qu'on peut trouver la moitié même à Cotonou, parce que nous sommes tous originaires de quelque part. Je vais au village, je vais chercher mon certificat de résidence, je vais chercher mon casier judiciaire dans ma zone où je viens, mais peut-être je réside à Cotonou. Et on peut créer notre parti politique. On a dit 15 par commune. Nous avons 77 communes. Donc, est-ce que c'est ça la modernisation? Non. Je ne vois pas ce qui change dans la création. Aucun impact par rapport aux enjeux. Je ne vois aucun impact. Et d'ailleurs, vous le verrez après les législatives que les blocs vont s'éclater et chacun
à partir du moment où la charte n'exige pas à quelqu'un de rester dans un bloc. C'est que l'essentiel, c'est de respecter les conditions pour créer un parti politique. Et ce n'est pas le code électoral qui crée le parti politique, c'est la charte des partis politiques. En tout cas, Médéric François Gongo... Ce qu'on peut dire, c'est quoi? On peut constater aussi l'éclatement des blocs et à la veille de l'élection législative prochaine, si le code électoral reste toujours sur le fait de 10%, encore que là, il faut qu'il y ait 4 listes, qu'il y ait les 10% d'abord. Avant, sinon, on retourne à l'ancien système. On retourne à l'ancien système. Les acteurs politiques, dans leur jeu de dribble, que seuls comprennent, mais vous, éditorialistes, avez l'habitude aussi de suivre. Et là, par rapport au développement fait par Steve Poton, j'ai envie de revenir sur ce qui est devenu le plaidoyer même de cette force de l'opposition par rapport à ce que j'ai appelé petit détail, mais qui compte pour des valeurs importantes. L'opposition, donc, au registre de ce qu'on a appelé 7 commandements, demande l'abrogation des lois portant code électoral et charte des partis politiques. Il faut prendre l'opposition au sérieux avec cette demande? Oui, moi je crois que tout processus électoral, ainsi que nous l'avons constaté depuis la Conférence nationale des forces vives, tout processus électoral commence déjà dès le contrôle des institutions en charge de l'organisation des élections et dès le contrôle des tests en charge des élections. Et l'opposition s'est laissée quelque peu berner durant le temps, mais aujourd'hui se réveille et exige, à juste titre, parce que lorsque vous voyez les dispositions de ce code électoral et même du système partisan, vous constatez aisément que c'est une prolongation de la révision de la Constitution manquée. Vous constatez qu'il y a envie que tout le monde ne participe pas aux élections, qu'il y a envie qu'on sélectionne les candidats en lieu et place des électeurs qui doivent voter et exprimer leur suffrage universel. Le premier point nous le révèle ainsi que l'opposition a raison. Maintenant, quels sont les moyens dont l'opposition dispose pour faire changer rapidement cette disposition? Je crois que là, c'est un vœu pieux, parce que nous sommes déjà dans le vif du sujet. L'opposition n'a plus intérêt à pleurnicher sur un passé qu'elle a laissé contrôler complètement par la mouvance présidentielle. Il faut partir sur l'existentiel, tabler sur l'impopularité du pouvoir en place, parce que, quoi qu'on dise, la plupart des pouvoirs qui ont eu à gagner les législatives, comme l'a dit tout à l'heure si bien Steve, ces mouvances n'étaient pas si impopulaires. Nous avons constaté que lorsque le pouvoir de Yahya Boni est devenu impopulaire, la tendance publique allait dans le sens du renouvellement du bureau du Parlement. Et même si on a eu 41-42 Koutié et Humbedi, on a constaté cela. Une minute seulement. Alors dites, de 7 points, lequel vous paraît très important, sur lequel vous aimeriez dire un petit mot? Non, je pense que j'ai suivi les 7 points. Tous les 7 points sont importants, même si le premier point apparaît appartenir au passé. Les autres points, c'est le retour. Le retour, il le dit dans l'émotion, le retour des exilés politiques, parce que ça n'honore pas notre pays. Et là, les gens ont fait recours à l'article 15, je pense à l'alinéa 2 de notre Constitution, qui oblige tout gouvernement à protéger et empêcher que les bénévoles ne soient contraints à l'exil. Il y a la libération systématique et sans condition des détenus politiques, parce qu'il y en a aujourd'hui, Metoyon, Korogoné, et même dans une certaine mesure, les Youssao et tous les autres qui sont détenus dans des affaires montées de toutes pièces. La mise en place d'une structure paritaire, en absence d'une société civile sclérosée, intéressée ou phagocytée, alors même que nous n'avons pas une autorité morale qui puisse donner de la voix pour amener les uns et les autres, à s'asseoir à une table de négociation, dans l'anticipation. Mon mot de la fin, c'est que l'ambiance dans laquelle nous vivons aujourd'hui, l'atmosphère viciée de suspicion, de dictature, de non-droit dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette ambiance prélude d'une explosion pendant le processus électoral et même d'une grande crise après la proclamation des résultats. Il urge donc d'anticiper sur les crises. Et c'est là notre rôle, en tant qu'objecteur de conscience, de tirer la sonnette d'alarme là où ça ne va pas. Merci, et d'amener le peuple béninois à rapidement se retrouver. Ça peut être au niveau
devant les institutions des Nations Unies. Ça peut être en Il faut présence des chefs anticiper des religieux. crises. Médéric François Parce que Gongo, les vous avez crises, compris, oui. nous allons tout droit vers des Poton, crises. très rapidement, Alors, pour conclure. Oui, pour conclure, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Les élections législatives que nous abordons en 2019 seront capitales pour l'avenir politique de notre pays. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à travers le Parlement, il faut rendre la démocratie aux citoyens, il faut rendre la politique, la démocratie aux citoyens. Et seulement le contrôle du Parlement ne garantit pas la démocratie. Et en tout cas, ça commence par là, parce que le Parlement, c'est le cœur même de la démocratie. La vassalisation n'est qu'à un pas. Et donc, je pense que l'opposition politique a une Merci à vous, Médéric François Gongo, Steve Poton. C'est un plaisir de vous avoir reçu, mesdames, messieurs. 100% Bénin s'arrête ici, et ce sera sur cette citation de l'ancien homme d'État sud-africain Nelson Mandela dans une autre de ses citations. Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Et il ne reste souvent à l'opprimé d'autres coups que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Autrement, le risque de passer à côté de la plaque est plus que grand. Bonne suite de méditation à vous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.